Bonsoir les amis, donc là je voulais vous faire une vidéo parce qu'il se passe des choses donc sur le front de l'Ukraine. En fait concrètement Poutine il a décidé de faire des référendums donc pour annexer en fait toutes les régions que vous voyez en rouge. Donc c'est marrant parce que d'une opération qui était partie donc pour soi-disant protéger le Donbass, donc le Donbass qui est donc cette zone ici en rouge que je suis en train de faire un cercle autour. Comme par hasard, tiens, on a aussi pris toute la région ici de Kherson, de Zaporizhzhia, là où il y a la centrale nucléaire, et puis Mariupol. Donc en fait, on a pris tout, en fait, le contour actuellement de la mer d'Azov est entouré par la Russie. Il y a un axe terrestre pour la Crimée. Et en fait, là, on voit quels étaient les vrais buts de guerre russes, qui étaient en fait de sécuriser l'accès simplement à la Crimée. Et en fait, on voit que toute cette histoire de Donbass, c'était que du baratin, parce que s'ils voulaient prendre le Donbass, pourquoi ils ont pris toute cette zone au sud? Donc en fait, on voit clairement que c'est des conneries, et moi j'ai de plus en plus de peine à écouter les arguments des pro-russes, parce que simplement, c'est des gens qui sont en train de défendre en fait une guerre d'annexion. Donc on a un pays, donc euh, voilà, faut dézoomer, voilà la petite Russie. Voilà, la petite Russie ici, en fait, elle a besoin d'aller voilà, attaquer son voisin qui s'appelle l'Ukraine pour en fait simplement faire une guerre d'annexion, donc annexer des territoires. Donc je trouve complètement ridicule en plus d'aller faire des pseudo-référendums alors que les territoires sont sous occupation. Comment croire dans ces conditions qu'il y aura des référendums vraiment libres et que les gens seront libres de voter ce qu'ils veulent? En fait, déjà, plus ou moins pour le russe, c'est déjà acté de toute façon qu'ils peuvent que voter oui, hein. Donc, la question que les gens puissent voter non, on voit que c'est déjà même pas une possibilité. Comment garantir en fait l'indépendance en fait d'un tel vote quand les territoires sont sous occupation? C'est comme si les Allemands, quand ils avaient envahi la France, ils avaient fait organiser un référendum pour que les Français votent si la France devait être attachée à l'Allemagne. Donc on voit que ce serait une immense blague. Et puis là, c'est le cas, c'est une blague. Et puis voilà, justement, on a nos amis pro-russes en fait qui viennent nous dire que non, qu'en fait les Russes vont de victoire en victoire. Donc en fait, ils ont quitté toute cette zone au nord, là, tous ces territoires-là qu'ils avaient pris quand ils avaient foncé sur Kiev, hein. Ils étaient aux portes de Kiev. C'était juste en fait pour faire une feinte. Donc en fait, ils ont perdu des centaines de tanks, des milliers de soldats pour faire une feinte sur Kiev. Ensuite, ils ont pris ici la zone autour de Kharkiv, ville qu'ils ont essayé de prendre pendant des mois. Ils n'ont pas réussi à la prendre. Là, ils viennent de battre en retraite, de perdre tout ce territoire-là. Mais en fait, c'était pas une retraite, c'était un retrait stratégique. Et donc, c'était un retrait même en bon ordre. Mais les mêmes qui disent que c'est un retrait, les mecs, ils arrivent à te sortir que les Ukrainiens, en fait, c'est pas une victoire pour eux, parce qu'ils ont perdu 3000 hommes. Donc, faut m'expliquer comment les gars ils font un retrait en bon ordre. Donc un retrait, c'est tu te retires, tu combats pas. Mais en même temps, en se retirant sans combattre, les mecs ils arrivent à tuer 3000 soldats ukrainiens. Alors là, c'est vraiment des trucs, c'est surréaliste, quoi. Moi, je veux bien écouter les arguments des pro-russes, mais je trouve que ça devient juste du n'importe quoi. Et en fait, d'ailleurs, l'opération, les Russes, ils étaient tellement bien en train de la réussir qu'en fait, ils sont obligés de faire appel à 300 000 réservistes. En fait, c'est qu'ils dominaient tellement en fait sur le terrain qu'ils se sont dit non, mais là on domine trop. C'est pour ça qu'on leur laisse même en fait récupérer des territoires. Donc on voit tous les territoires grisés là qui ont été repris par les Ukrainiens. En fait, c'est juste pour leur donner espoir, pour qu'ils aient envie en fait de continuer à se battre. Parce que tellement le Russe il domine, il est bon joueur, le mec, tu vois, esprit Coubertin. Tu vois, c'est un peu les Jeux Olympiques. Il est là, non, je vais quand même laisser les Ukrainiens avoir quelques victoires pour pas qu'ils baissent les bras trop vite. Donc en fait, comme les Ukrainiens, voilà, ils avaient peur qu'ils abandonnent complètement. Donc les Russes, là, ils viennent de faire appel donc, à 300 000 réservistes. Et puis ce qui est marrant aussi, c'est que les Russes, donc cette armée russe invincible, en fait actuellement ils sont en train d'utiliser des S-300, donc qui sont des missiles anti-aériens qui coûtent une blinde, pour faire des bombardements sol-sol. Donc en fait ça sert presque de Tomahawk, donc de missiles de croisière. Donc ils en sont à utiliser leurs missiles antiaériens pour bombarder des troupes au sol. Et
y compris là en Crimée, ils utilisent des missiles bastions en fait, qui sont des missiles de défense de la côte, donc pour attaquer les navires, pour bombarder des cibles terrestres. Donc en fait, la réalité, c'est que l'armée russe, elle a perdu pratiquement le meilleur équipement qu'elle avait, elle a déjà paumé en Ukraine. Actuellement, bah, ils reculent de tous les côtés. Les Ukrainiens, en fait, ils continuent à reprendre des zones. Ils sont aux portes de Liman ici, en fait. Voilà, vous voyez, Liman est là. Donc déjà qu'ils ont perdu Izium, qui était vraiment leur grosse base logistique en fait dans la région, bah, ils l'ont perdu. Euh, Ici, les Ukrainiens ils sont en train de faire une percée aussi, donc ils ont repris une partie en fait enfin ils sont rentrés de nouveau dans en fait le territoire de Lugansk. Et puis ici, donc dans la zone de Kherson, on voit les zones grisées, bah, c'est les territoires que les Ukrainiens ils ont pris. Donc on voit que là ils commencent à percer les fronts. Ici, ils sont pas très loin de Kherson. Et puis surtout, les Ukrainiens ils ont détruit tous les ponts en fait qu'il y avait sur cette rivière. Donc les Russes n'arrivent pas à traverser. Ils traversent avec des barges mobiles qui se font bombarder. Vous voyez les petites bombes là en bleu qui se font bombarder tous les jours. Donc en fait, il y a 20 000 soldats russes, pratiquement leurs meilleures troupes, toutes leurs troupes spéciales, qui sont coincés dans cette région. Ces troupes-là, elles ont besoin de dizaines de camions tous les jours pour être ravitaillées, en sachant qu'ils n'ont plus de pont. Donc plus ou moins, la situation elle est plus ou moins désespérée pour les troupes russes ici. Ils seraient en train de négocier une reddition. Et puis là, donc là, les Russes, ils viennent nous dire qu'ils vont mobiliser 300 000 hommes. Ok, mais 300 000 hommes, à quoi ils vont servir? Donc déjà, c'est des réservistes. Est-ce que c'est des soldats expérimentés? On se doute que pas vraiment en fait. Et le problème surtout, c'est on va les équiper avec quoi? C'est-à-dire que on a vu que les soldats russes qui se faisaient prendre beaucoup se battaient et actuellement ils se battent avec des tanks des années 60, 70. On a vu des troupes russes, notamment les milices là, du Donbass, qui se battent avec des vieux fusils pratiquement de la Deuxième Guerre mondiale. Donc avec quoi ils vont occuper ces troupes, en sachant que technologiquement, les Ukrainiens ont des armes plus avancées, en fait, notamment grâce à l'artillerie américaine, française qui leur a été livrée, ou encore les HIMARS, ou même d'autres pays de l'OTAN. Ils ont de l'artillerie beaucoup plus efficace que l'artillerie, en fait, que l'artillerie russe, quoi. Symbole de cette défaite technologique euh, qu'ont les Russes, parce que les Russes, pour vendre du matériel de guerre, ils sont excellents, hein. Ils nous ont vanté les S-300 et S-400 qui étaient soi-disant créer des bulles de protection à 500 km. Il n'y a plus un avion qui volait, mais on voit que l'aviation, en fait, ukrainienne, elle vole tous les jours. Les Russes n'ont pas la maîtrise de l'espace aérien. Donc les S300, S400, ça marche pas aussi bien que ce qu'on nous l'a vendu. Idem pour les systèmes Pantsir. Et puis pour dire, ils sont tellement à la pointe de la technologie, et là je me fous un peu de la gueule des pro-russes, c'est qu'en fait ils achètent des drones aux Iraniens, quoi. Donc la grande Russie, la grande puissance qui allait fondre sur l'Europe, écraser toute l'Europe, écraser tout l'OTAN, en fait déjà ils sont en train de se prendre ouais, ils sont en train de perdre la guerre en Ukraine. Et puis là actuellement, donc ils en sont achetés de l'armement à la Corée du Nord et à l'Iran. Voilà. Voilà l'état des choses, quoi. Donc moi je pense que sortir ces 300 000 hommes, c'est une fuite en avant. Il y en a qui disent que bah, ils veulent faire en fait un référendum d'annexion en fait de ces territoires pour dire que à partir de maintenant ces territoires-là, bah, en fait c'est la Russie. Donc si on attaque ces territoires-là, c'est comme si on attaquait la Russie. Donc doctrine nucléaire, on peut frapper avec du nucléaire tactique. Ouais. Ce qui serait une folie, hein, juste. Donc t'envahis ton voisin qui est 100 fois plus petit que toi, tu te prends une déculottée et puis ensuite bah, tu fais quoi? Tu sors les bombes atomiques. Donc ça c'est quand même fou, hein. Faut quand même remonter un peu dans le temps et puis dans les années 90 en fait l'Ukraine avait une grosse partie de l'arsenal de l'Union soviétique et puis ils avaient accepté en fait de céder ce territoire contre une garantie qui leur avait été donnée par les Russes et par les Américains.
que la souveraineté territoriale de l'Ukraine serait respectée et puis qu'en fait jamais personne n'attaquerait leur territoire. Donc on voit que c'est une grosse connerie qu'ils ont fait parce que de manipulation en manipulation, d'abord les Russes ont piqué la Crimée aux Ukrainiens, et on peut se demander de quel droit. Et puis ensuite, bah, c'est le Donbass, hein, c'est le Donbass, soi-disant, c'est des milices, donc c'est des mecs qui sont sortis de leur cave, et puis avec des vieux fusils, en fait, ils ont tenu tête à l'armée ukrainienne, la même armée ukrainienne que les Russes n'arrivent pas à défaire maintenant. Donc, en fait, c'était qu'une manipulation depuis le départ. D'abord, les Russes sont emparés de la Crimée pratiquement sans combattre parce que l'armée ukrainienne est restée sur le cul un peu. Ils étaient surpris, hein. Et puis, une fois qu'ils avaient la Crimée, bah, il leur fallait un accès terrestre parce que le pont de Kerch, là, le pont qu'ils ont construit, ne suffisait pas. Il fallait sécuriser en fait tout ce territoire-là. Et puis voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé par prendre le Donbass. Forcément, les Ukrainiens n'allaient pas se laisser faire et ils allaient essayer de reprendre leur territoire. Donc, du fait que les Ukrainiens essaient de récupérer leur territoire, ah, vous voulez récupérer votre territoire, bah tiens, du coup, on va vous piquer aussi tout l'accès terrestre en fait pour la Crimée. Et puis comme ça aussi la mer d'Azov, ça devient une petite mer russe, comme ça on peut placer des bateaux ici avec des missiles de croisière et puis personne ne pourra les attaquer. Donc on voit que tout ça c'était des prétextes fallacieux et je trouve désolant. Enfin moi je sais même pas comment on peut défendre le côté russe dans cette guerre parce que si c'était les Américains ou un pays européen qui faisait la même chose, je sais pas en envahissant un pays du Maghreb ou un pays africain et puis en annexant ses territoires, ou imaginons, bah voilà, ici que les États-Unis, du coup, bah, je sais pas, ils envahissent ici hein, ils font une opération anti-drogue au Mexique, et puis ils disent non, que c'est un territoire qui est tenu que par des gangs, et puis allez, ils envahissent, et puis d'un coup ils font un référendum, hein, alors que le territoire est sous occupation. À cette heure-ci, tout le monde sera en train de crier au scandale, voilà l'impérialisme américain. Mais là, on voit que quand c'est les Russes, ça passe, quoi. Et je sais pas, c'est étonnant la position de ces gens parce que je vois pas comment on peut défendre ça. Ou si on défend ça, bah, il faut plus critiquer les Américains quand ils envahissent l'Irak, la Libye, etc. Parce que c'est la même chose en fin de compte, quoi. Si les Russes ont le droit de faire ça, pourquoi les Américains n'auraient pas le droit? Donc, moi, j'ai jamais défendu les Américains sur ces guerres impériales. Mais je vais pas défendre la Russie non plus. Pour moi, c'est de la même merde, c'est du même niveau et encore pire parce que là, on parle même d'annexion. Encore les Américains ils font des guerres, mais au moins ils annexent pas des territoires. Là, c'est carrément un pays qui envahit ses voisins et puis on annexe les territoires. Donc là, on est revenu à voir le siècle passé, hein, du temps d'Hitler, ou carrément le siècle d'avant, du temps de Napoléon aussi, où c'était comme ça, les pays partaient en guerre les uns contre les autres et puis annexaient les territoires qu'ils arrivaient à conquérir. Donc c'est une perception de l'histoire, mais attention où ça commence et attention où ça s'arrête, parce que là les Russes, ils se disent ouais on va mobiliser 300 000 hommes, ça y est, ça va être facile, on va gagner, mais pensez honnêtement que les Américains, que le temps en fait, ils vont rester les bras croisés à regarder tout ça se passer, parce que le temps dans cette histoire, ils sont pas cons les mecs, ils se disent mais attends si on laisse faire, ils prennent toute l'Ukraine, puis demain c'est la Moldavie, et puis si on laisse faire, demain ils attaquent, allez la Lituanie. Et puis, est-ce qu'on a vraiment envie de rentrer en guerre nucléaire pour la Lituanie? Bah non, non, on va laisser. Puis quoi, ils prennent tous les pays baltes, et puis ensuite ils s'attaquent à la Pologne, et puis demain là, ils prennent la République tchèque, après-demain ils sont en Allemagne, et puis après ils prennent toute l'Europe. Non, non. L'OTAN, ils ne laisseront jamais passer ça. Donc, il faut que les Russes ils s'attendent à ce que, enfin voilà, toute action amène à une réaction. Et voilà, il y aura une réaction à ça. Et les Occidentaux sont pas prêts de lâcher l'Ukraine. Les Ukrainiens, eux, ils ont le temps pour eux parce que pour eux, c'est leur pays. Ils vont pas arrêter de se battre. Les soldats russes, ils n'ont pas de motivation pour se battre. C'est pour ça qu'ils perdent la guerre. Et on voit déjà qu'à peine il y a eu l'annonce en fait qu'ils allaient faire appel à des réservistes, qu'il n'y a plus de billets de vol, notamment pour Istanbul. En fait, les Russes essaient simplement de foutre le camp. Il y a une fuite des cerveaux en Russie. Leur industrie en armement, elle tourne plus à cause de l'embargo. Un embargo qu'on nous dit inefficace, mais Poutine et ses ministres n'arrêtent pas de critiquer cet embargo. Donc, c'est qu'à quelque part, ça doit bien leur faire chier. Enfin voilà, c'était une petite vidéo coup de gueule parce que ouais, je trouve inadmissible que des gens ils essaient de défendre en fait l'indéfendable juste par anti-occidentalisme primaire, anti-américanisme primaire, anti-otanisme primaire. Alors certes, il y a des camps, l'OTAN c'est pas le camp du bien, la Russie c'est pas du camp de bien, il n'y a pas de bien,
Il n'y a pas de bon et de méchant en géopolitique, mais là, sur ce coup-là, je vois pas comment on peut défendre une guerre d'annexion comme ça. Voilà mes amis, je vous souhaite une bonne soirée, puis vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi, restez juste poli, moi je réponds volontiers et je respecte les avis divergents, mais voilà, restez poli quoi. Allez, bonne soirée les amis, et puis pensez à vous abonner pour ceux qui ont envie, et puis un petit pouce bleu, ça aide toujours la chaîne. Merci et bonne soirée.